Bonjour, le regroupement des géographes du Québec est heureux de vous présenter le webinaire intitulé La mise en place d'une aire protégée en Mauricie. Ce webinaire est présenté par Éric Proulx, géographe et directeur de l'aire protégée Saint-Mathieu-du-Parc. Bonne écoute. Je m'appelle Éric Proulx, je suis directeur de l'organisme Aire protégée Saint-Mathieu-du-Parc, Relief mauricien. On est situé en Mauricie, à 40 minutes au nord de Trois-Rivières. Et puis, on est un groupe citoyen qui s'est formé comme organisme à but non lucratif pour me proposer un projet d'aire protégée, de réserve de biodiversité sur le secteur des terres publiques là, à Saint-Mathieu-du-Parc. Alors, le projet est un projet d'aire protégée, comme je vous dis, qui est au nord de Trois-Rivières. Vous voyez, c'est ici, là, où c'est qu'il y a le point jaune. Fait que c'est un territoire, un bloc de terre publique qui est entre Québec puis Montréal. Fait qu'on est à une heure et demie de ces deux grands pôles métropolitains-là. C'est un des derniers blocs de terre publique qui ne bénéficie pas de cadre de gestion. Alors, c'est un bloc de terre publique qui est intéressant, qui est reconnu pour ses fortes valeurs en connectivité écologique, étant donné qu'il est situé à l'entrée du Parc national de la Mauricie, qui est juste ici. Le Parc national de la Mauricie, qui est un parc autour de 530 km². Fait qu'on vient un peu dans un sens proposer d'élargir la zone tampon là, du Parc national de la Mauricie. Puis l'intérêt, comme je vous disais tantôt, c'est que ça permet de donner des accès intéressants aux gens de Montréal, Québec, Trois-Rivières au niveau d'une mise en valeur éventuelle. Alors ici, on voit un peu plus précisément le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc. Je rappelle Shawinigan, qui est une ville située dans un verrou de la rivière Saint-Maurice, à la frontière du bouclier laurentien. Saint-Mathieu-du-Parc est situé à 20 km de Shawinigan. Ça a toujours été un peu la communauté de villégiature des gens de la région de Trois-Rivières, Shawinigan, les contremaîtres pour les usines papetières, alumineries et autres puis les employés avaient beaucoup de chalets, de la villégiature qui s'est toujours faite dans ce secteur-là. Alors, le territoire public qu'on veut protéger est vraiment le territoire qui est de 120 quelques kilomètres carrés qui est ici, en brun foncé. Puis, ce qui est ailleurs, en, en brun pâle, c'est le territoire privé de Saint-Mathieu-du-Parc, dans lequel la municipalité entame aussi un projet de reconnaissance d'un autre modèle d'aire protégée qu'on appelle le paysage humanisé. Parce que dans les aires protégées, il y a 5 catégories d'aires protégées. Nous, on est dans une catégorie réserve de biodiversité qui s'apparente à un parc national. Et il y a des catégories un peu plus flexibles qui sont les paysages humanisés. Mais là-dedans, il y a tout aussi d'autres catégories comme les catégories très restrictives qui sont les réserves naturelles, entre autres, là, dans lesquelles on peut même pas mettre les pieds en pratique. Mais nous, la réserve de biodiversité, c'est une catégorie d'aires protégées qui conserve tous les droits acquis sur le territoire. Donc, tous les détenteurs de droits euh, continuent à se rendre sur leur territoire et à pratiquer leurs activités. Fait que c'est une des catégories qui est la plus modulable là, sur terre publique, puis qui permet de s'ajuster avec les différents acteurs là, que sur le territoire. Dans l'historique du projet, ben c'est un projet relativement neuf. Puis, vous savez, les géographes, on a cette tendance-là à voir assez large. Alors, ça a commencé en 2021, septembre 2021, par la mise en place d'un forum citoyen dans la communauté où il a été identifié que la protection du territoire, la protection des vieilles forêts était un enjeu important parce qu'il y avait des coupes forestières de planifier sur ce territoire-là en janvier 2022. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mobilisation citoyenne qui s'est effectuée à l'automne 2021 contre les coupes forestières. Fait que cette mobilisation-là a quand même cristallisé l'enjeu, a identifié un appétit dans la région pour la mise en place d'aires protégées. Alors, il y a une pétition d'environ 4000 noms qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de partenaires régionaux qui se sont mobilisés
pour, contre ces coupes forestières-là, qu'on parle des municipalités, MRC, entreprises, organismes corporatifs aussi, puis on va le voir un peu plus loin, qui sont les partenaires de l'aire protégée. Alors cette mobilisation-là a fait en sorte qu'on a senti qu'il y avait un vent, un appétit, oui, pour les aires protégées, puis que ça l'a amené à la fondation d'un OBNL pour pour structurer une proposition de territoire, d'aires protégées sur ce territoire-là. Là, pour la petite histoire, je tiens à dire que malgré la mobilisation envers les coupes forestières, la coupe forestière qui était planifiée en janvier 2022, elle a eu lieu. Donc, il y a 70 hectares qui ont été coupés dans un territoire d'intérêt écologique, une vieille forêt. Cependant, bon, on s'est dit, bon, ben, c'est dans la vie, on ne peut pas tout gagner les batailles. Donc, on s'est structuré en OBNL pour favoriser une aire protégée de plus grande ampleur sur tout le bloc de terre publique, de façon à protéger des noyaux de conservation, les vieilles forêts restantes. Alors, on a travaillé de concert avec la SNAP Québec, qui est une ONG, la SNAP, la Société pour la nature et les parcs, qui nous a supportés pour déposer un projet officiel au ministère de l'Environnement, MEL-CCFP, là, vous allez voir, le nom circule beaucoup, c'est le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et de la faune et des parcs. On va faire un rigodon avec ça. Mais bref, on a déposé le projet en 2023, on a fait beaucoup de représentations ministérielles, concerté les acteurs du territoire. Puis, durant l'automne dernier, ben, on a aussi acquis un amphithéâtre, parce que sur le site de l'aire protégée, il y a quand même des sentiers pédestres qui ont été mis en place. Il y a un amphithéâtre de 300 places, on va voir des images un peu plus bas, qui a été construit en 1996. Puis parallèlement à ça, ben, on élabore un modèle d'affaires parce que c'est bien beau démarrer un OBNL, mais il faut que cet OBNL-là ait une pérennité dans le temps. Donc, il y ait un modèle d'affaires qui soit mis en place. Notre modèle d'affaires vise un parc de conservation et de récréation multiterritoire. Euh, Ce qu'on est en train d'avancer présentement, ben, on avance aussi on a fait nos inventaires de biodiversité qu'il y a sur le territoire. C'est des campagnes qui vont se faire sur 3, 4 ans. Donc, je vous dis, mise en place du plan d'affaires, plan de communication, puis aussi levée de fonds, parce que qui dit OBNL dit revenu autonome et marge financière, marge de manœuvre financière. Pourquoi qu'on voulait une aire protégée sur ce territoire-là? Ben, pour les raisons que vous voyez ci-dessous. Parce que, bon, c'est un territoire qui était sous planification forestière, fait qu'il y avait quand même de l'aménagement forestier industriel de planifier dans les dernières vieilles forêts du secteur. Fait qu'on parlait de fragmentation des habitats, érosion, sédimentation dans les chemins forestiers qui amènent de la sédimentation vers les lacs, modification du cycle de l'eau. En clair, quand vous amenez un timberjack ou une pelle mécanique en forêt, parfois, ça modifie le cours des ruisseaux. Ça fait des nouveaux ruisseaux qui n'ont pas d'affaires là, puis qui favorisent la sédimentation, colmatation d'habitats du poisson ou d'autres espèces plus fragiles. Puis ça dégrade aussi les paysages. La fragmentation des habitats, hein, c'est aussi une façon de diminuer l'aire d'alimentation des espèces à diète spécifique, que ce soit des parulines, que ce soit des tortues. Fait que c'est là qu'il faut à tout le moins conserver les habitats le moins fragmentés possible et garder nos forêts d'intérieur. Autre enjeu qu'il y avait sur le territoire, ben, introduction d'espèces exotiques envahissantes, que ce soit fauniques, que ce soit végétales. On avait des problèmes, il y a encore des problèmes de braconnage, de surpêche et de surchasse, parce que, comme je vous dis, c'était un des seuls territoires, et c'est encore un des seuls territoires de terre publique qui n'a pas de cadre de gestion. C'est-à-dire que les détenteurs de droits font ce qu'ils ont, sont libres de faire ce qu'ils veulent un peu en terre publique, étant donné qu'il n'y a pas de surveillance sur les activités. Oui, il y a des surveillances sur plainte, mais quand on sait qu'il y a 7 gardes-chasse pour la Mauricie, ça laisse quand même une bonne marge de manœuvre. Autre enjeu, il y a une croissance de l'activité humaine motorisée tout azimut.
Fait que, vu que c'est un territoire public sans cadre de gestion, ben, il y a quand même beaucoup de circulation en VTT. Il y a de la villégiature privée, donc des pressions d'émissions de baux de villégiature qui peuvent être incompatibles avec les objectifs de conservation parce que, bon, encore là, on parle d'érosion de chemin, de mortalité routière pour les espèces sensibles. Une tortue qui traverse un chemin de bois, ben, en général, elle se claire moins rapidement du chemin que le 4 roues. Bon, on parle de perturbation des habitats, feux de forêt, hein, par la présence anthropique, la présence humaine. Il y a eu 2 micro-feux de forêt en 2020-21 sur le territoire, qui ont été vite éteints, mais quand même. Déchets, construction illégale, dépotoirs illégaux, bref, il y a beaucoup de choses que l'humain non encadré a comme impact sur le territoire qui en fait un enjeu. On parle aussi de l'émission de titres miniers que sur le territoire, parce que faut comprendre que la région de la Mauricie, elle est quand même identifiée comme la vallée de la batterie. Il y a quand même beaucoup d'industries reliées aux minéraux rares qui se développent dans la région. Alors, les titres miniers sont présents sur les terres publiques. Fait que c'est un enjeu qu'il y ait une mine de graphite qui pousse dans le secteur. Puis, il y a aussi des petits gisements éoliens mais qui peuvent être intéressants pour des entreprises comme reliées à l'hydrogène vert, notamment, parce que dans la région de Mekinac, il y a des projets éoliens, fait que ça crée des soucis. Alors, la mise en place d'aires protégées vient un peu tout éliminer potentiel d'activité industrielle sur le territoire. C'est ça l'intérêt des aires protégées. Une aire protégée, ça permet les droits acquis des détenteurs de droits, mais ça élimine toute la menace reliée à l'éolien, la foresterie, les mines et l'hydroélectricité aussi. Alors, la dégradation des secteurs d'intérêt pour une mise en valeur non motorisée de tourisme durable, c'est un enjeu parce que si on veut donner accès au territoire, ben, il faut au moins que les lacs, les vieilles forêts soient conservés. C'est une police d'assurance pour s'assurer que ces actifs-là soient toujours intéressants. Fait que je passe un peu vite. Ici, comme vous voyez, c'est une carte qui détermine ce qui est en jaune. C'est des corridors de connectivité écologique SOS là, entre Lanaudière, Mauricie. Ce qui est en bleu, c'est les aires protégées existantes, le parc national, la réserve Mastigouche. Puis nous, le projet d'aire protégée, ben, c'est ce qu'on voit ici. Tu sais, c'est un peu la zone tampon du parc national de la Mauricie. Fait que c'est comme, si on veut, à la jonction de plusieurs corridors de connectivité écologique, puis qui se dirigent vers le lac Saint-Pierre. C'est la raison pourquoi ça rapetisse, là, les bandes en jaune, c'est qu'on tombe sur un territoire privé, fait que nécessairement, il y a beaucoup moins de forêts en terre privée qu'en terre publique, mais ici, on est vraiment associé à nos corridors de vieilles forêts, puis le noyau de conservation se situe pas mal ici dans le projet d'aire protégée. C'est notre bloc de vieille forêt qui fait à peu près 56 km². Ça, c'est une carte des différentes espèces menacées qu'il y a sur le territoire. Alors oui, il y a de la pigargue, il y a du faucon pèlerin, il y a de l'ombre chevalier aquassa ici, au lac La Rose, qui est une truite rouge. Il y a de la salamandre, il y a de la chauve-souris dans ces secteurs-ci, ces secteurs-ci. Vous voyez, tous les couloirs rouges, là, c'est tous des fonds de ruisseaux, des coulées dans lesquels on va retrouver de la tortue des bois, qui est une espèce à statut vulnérable, des salamandres aussi. Alors, on voit que le territoire privé de Saint-Mathieu-du-Parc est public. Public, c'est tout ce qui est ici, puis privé, c'est ce secteur-là. Tout ce territoire-là, finalement, est bien réparti en espèces à statut, notamment la tortue des bois, d'où la justification de la mise en place d'une aire protégée. Fait que je vais passer vite sur celle-là parce que je me répète, mais une des particularités, c'est qu'on a 56 km² de forêt ancienne, au-delà de 38 espèces à statut, dont la chauve-souris des la chauve-souris des bois, la tortue des bois puis les chauves-souris argentées. Au-dessus de 55 lacs sur le territoire, des milieux humides et hydriques interconnectés.
parce qu'on est quand même à la jonction du bouclier laurentien, de la plaine du Saint-Laurent. La déclivité topographique, elle est minime. Ça fait qu'on retrouve énormément de milieux humides qui sont bien interconnectés, qui donnent une richesse biologique intéressante. Puis, le projet d'aire protégée, il couvre, 0,4 de la région administrative de la Mauricie. Là, il y a 8 de la Mauricie qui est protégée en aire protégée, 8 sur 35 000 km². Le projet qu'on parle ici en couvre 0,4 de plus. Fait que si on veut passer de 8 d'aire protégée à 30 au Québec, ça va prendre plusieurs centaines de 0,4 pour se rendre à la cible déterminée. Je vois que le temps avance. Bon, ça, c'est l'amphithéâtre que vous voyez, qu'on a acquis récemment. Un amphithéâtre de 300 places avec des scènes, il y a des spectacles. C'est un amphithéâtre intéressant pour en faire des services éducatifs. Là, j'entends quelqu'un qui parle, il faudrait qu'il ferme son micro. Oui, il faut fermer les micros. Merci. Alors, l'objectif de l'OBNL, c'est de mettre en place, oui, d'identifier, d'implanter des solutions durables pour l'aménagement, le développement durable du territoire par la création d'aires protégées. Fait que déjà, notre organisme, on travaille avec d'autres groupes citoyens ailleurs en Mauricie pour implanter d'autres aires protégées, notamment dans la région de Mekinac. L'intérêt de notre organisme, c'est de développer une offre d'activités écotouristique, nature-culture pour donner des accès au territoire, à ces aires protégées-là, mais donner des accès en zonant le territoire et en conservant des objectifs de conservation forts au niveau des territoires d'intérêt écologique. Aussi, bien, nécessairement, on veut proposer des programmes relatifs à l'éducation, relatifs à l'environnement, de la formation, des stages, travailler avec les Premières Nations, favoriser la foresterie communautaire de faible impact pour réhabiliter la biodiversité. Ça, c'est à discuter avec le ministère de l'Environnement, comment on peut faire une foresterie de réhabilitation de la biodiversité, par exemple en introduisant des espèces à feuillus, puis en diminuant l'impact des monocultures de conifères, par exemple. Puis enfin, ben, un des objectifs de l'organisme, c'est d'élaborer, proposer des partenariats, projets pilotes en adaptation au changement climatique et en développement territorial. Alors, un des contextes qu'on voit dans la région, c'est que politiquement, c'est quand même souhaitable que les aires protégées soient encadrées par des accès nature à la population. C'est une façon de faire prendre acte auprès de la population qu'il y a de la biodiversité sur nos territoires, comment développer une sensibilité face à ça, puis une population qui a des contacts nature avec de la biodiversité, des territoires d'intérêt, bien, ça peut faire en sorte qu'ils ont une plus grande ouverture à protéger l'environnement. On vit quand même des époques particulières au niveau de la dichotomie sociale, polarisation, climato-sceptique, etc. Fait que c'est important de donner ces accès nature-là aux gens. L'intérêt aussi, c'est qu'on a eu, suite au dépôt de notre projet, un avis d'intention du ministère de l'Environnement pour mettre en réserve le territoire. Fait qu'il nous reste quand même des discussions, de la concertation à faire avec différents acteurs. Au Québec, on n'est pas le seul endroit qui a une réserve de biodiversité. Il y a dans un parc, il y a le parc Montagne du Diable dans la région de Mont-Laurier, qui est une autre réserve de biodiversité dans laquelle il y a un parc écotouristique. Nous, on élabore, pour mettre en place des mises en valeur écotouristiques, il faut quand même élaborer différents plans. Alors, on élabore un plan de développement d'une destination de tourisme durable avec la communauté de Saint-Mathieu et ses voisins, un projet qui est soutenu par le FAQDD, le Fonds d'action québécois en développement durable. Parallèlement, la municipalité locale développe un projet d'aire protégée paysage humanisé qui vise la protection des valeurs patrimoniales de la communauté pour s'assurer qu'on reste attractif et qu'on conserve nos milieux naturels. Puis comme vous voyez, c'est beaucoup de papier, beaucoup de planification, mais l'idée, c'est de créer de la valeur dans notre communauté, puis créer une valeur socio-économique qui va perdurer dans le temps, puis qui va faire en sorte que notre communauté va prendre appui sur ses milieux naturels, sur sa biodiversité, pour faire de la vitalisation territoriale. Les grandes lignes de ce projet de parc-là, parce que là,
Tu sais, je vous dis qu'on veut faire de la mise en valeur dans l'aire protégée. On parle d'un parc écotouristique qui va être reconnu comme réserve de biodiversité. C'est très important parce qu'en développant des infrastructures récréatives, que ce soit des sentiers, de l'hébergement ou autre, ben, en ayant un régime d'activité de réserve de biodiversité, ça nous permet d'avoir une police d'assurance, nous assurer que nos actifs touristiques sont conservés parce qu'il n'y aura pas d'activité industrielle, parce qu'on va favoriser un bon encadrement des différents usages. Un autre élément, c'est qu'on veut développer des infrastructures d'enseignement et de recherche, un peu comme la forêt Montmorency avec l'Université Laval, ou McGill. Ben, on aimerait ça que l'Université du Québec à Trois-Rivières, soit partenaire pour développer des infrastructures d'enseignement. On veut développer de l'écotourisme multi-activités. On peut parler de vélo de montagne, sans randonnée pédestre, circuit de canot camping, interprétation du milieu naturel. On va parler dans ce projet de parc-là, oui, d'éducation relative à l'environnement, valorisation des PFNL, produits forestiers non ligneux, ça s'appelle champignons, petits fruits, noix, sous forme de valorisation en circuit court, cueillette non mécanisée. On veut favoriser aussi les activités culturelles avec notre amphithéâtre. C'est une façon aussi d'amener la dynamique des Premières Nations là-dedans, pour amener une espèce de forêt de réconciliation entre nous, allochtones, et les Autochtones, les Atikamekw, là, qui ont des droits sur le secteur. Comme je vous disais, on a 55 lacs, notre amphithéâtre, donc je vais passer vite là-dessus. Ici, ben, c'est un peu le territoire, tout ce qui est en vert, c'est tout le territoire public, hein, réserve Mastigouche, Parc national de la Mauricie ici. Puis tout ici, c'est les municipalités qui sont un peu la porte d'entrée de ces terres publiques-là. Fait que le cœur du projet, hein, le cœur, c'est une aire protégée qu'on voit ici. Mais quand on vient de Montréal, on rentre par Saint-Élie-de-Caxton, on rentre par Saint-Alexis-des-Monts, on rentre par Shawinigan. Fait que l'idée, c'est de développer des corridors de connectivité écologique. On va appeler ça des pistes cyclables ou des sentiers multifonctionnels entre différents secteurs des municipalités qui empruntent des corridors de connectivité écologique, puis qui permettent de rejoindre différents pôles d'activité où tu as de l'hébergement, de l'écotourisme, de façon à mutualiser nos services, puis à faire ce qu'on appelle du tourisme régénératif. C'est un peu ça, on veut conserver nos valeurs patrimoniales, puis qu'elles soient pérennes dans le temps. Peut-être la slide que vous allez aimer le plus, c'est quoi les défis? Il y en a beaucoup de défis. Fait que, un des défis, le premier, c'est de la concertation interministérielle et cheminement administratif peu agile avec les enjeux de dégradation accélérée des écosystèmes et de mise en valeur intégrée du territoire. On travaille avec plusieurs ministères, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. On travaille avec le ministère de l'Environnement. On a des discussions avec le ministère du Tourisme et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, les discussions ne sont pas toujours simples. Des fois, il y a les dynamiques de silos qui sont difficiles à décloisonner. Et aussi, il y a les processus administratifs. Les processus administratifs sont longs. Ça peut prendre 1 an, 2 ans de discussion. Puis en attendant, mais il y a des coupes forestières, il y a encore de la dégradation des écosystèmes. Alors, il faut favoriser la discussion franche et transparente entre différents acteurs régionaux et ministériels pour dire qu'est-ce qu'on peut faire comme approche concertée, intégrée pour protéger notre territoire, mais aussi s'assurer qu'on le développe intelligemment, puis que ça aboutisse avant 4, 5 ans. Parce que c'est un peu ça les enjeux qu'on a sur le territoire, c'est qu'il faut travailler avec différents défis parallèles, puis s'assurer que les projets aboutissent. Puis, parce que on a des populations qui ont des attentes envers la protection du territoire, puis sa vitalisation, puis il y a des attentes que les projets finissent par aboutir sur le terrain avant leur retraite. On a des défis aussi reliés à la cohabitation avec les détenteurs de droits, qui sont souvent des villégiateurs. On a avec les chasseurs, avec les VTT versus l'écotourisme. Parce que parfois, les détenteurs de droits, ben,
de voir arriver des randonneurs ou des cyclistes, ou des canoteurs, ben, ça peut, générer certains, conflits. Le syndrome «pas dans ma cour» est partout, hein. Donc c'est un des enjeux, un des défis qu'il faut avoir, comment harmoniser les activités, comment chacun peut avoir son espace, s'écouter et se comprendre. Puis ça, c'est un beau défi de communication. Parce que là, on tombe dans l'acceptabilité sociale, qui est un concept flou, mais qui est un concept qui peut être teinté de lutte de pouvoir et de perception. Parce que si on parle de statu quo, ben, il y a bien des gens qui ont intérêt à ce que rien ne change. Alors, il faut trouver une façon d'ouvrir le discours, puis comment intégrer un projet qui va être porteur et qui va être gagnant-gagnant pour toutes les parties. Donc, ça implique nécessairement, ben, des activités de co-construction, des activités de communication et d'éducation avec tous les acteurs du territoire. Puis ça, c'est ce à quoi notre organisme travaille pour mettre tout le monde autour de la table, co-construire le territoire avec les acteurs municipaux, les MRC, les offices de tourisme, les détenteurs de droits, pour qu'on ait chacun une vision commune qui va nous faire gagner collectivement parce que c'est toujours vers ça qu'il faut voir, comment qu'on peut gagner à travailler ensemble. Un des grands défis, c'est d'avoir aussi un cadre de gestion, parce qu'il faut qu'il y ait un organisme qui soit porteur sur les terres publiques. Puis c'est un outil qui va être nécessaire, le cadre de gestion, pour appliquer les différents plans de conservation faunique, et les plans de développement pour qu'il y ait une approche intégrée de mise en valeur et de protection du territoire. Fait que ça va éviter que chacun tire de son bord. On va travailler tous dans le même sens. Puis ça implique, comme défi qu'il faut qu'il y ait la reconnaissance d'un acteur local relié à la concertation puis au développement pour que cette terre protégée-là ait une pérennité, et ait une vision intégrée dans son déploiement, dans son développement. Ça, c'est un bout qui est super important. Sinon, les aires protégées vont devenir un peu, ils peuvent avoir un risque d'être inopérantes, sur le territoire si c'est de la concertation puis qu'il y a pas un acteur qui coordonne et qui met en application les différents plans de développement. Le tirage de couvertes, hein, c'est fort des fois. Alors, vous voyez, bon, on a différents partenaires. On a notre municipalité, on a des gens comme Parc Canada, Conservation Nature Canada qui nous aident en acquisition de terres privées dans la bordure de nos terres protégées. Le comité ZIP Lac-Saint-Pierre, les QTR. Puis, tu sais, ça vous illustre un peu que oups, ça, c'est le cadran, comme de quoi il faut que j'arrête de parler. Fait que ça vous illustre, si on veut, que c'est nécessaire d'avoir plusieurs partenaires pour co-créer un projet comme ça, puis d'animer ces partenaires-là pour que le projet leur appartienne chacun en partie. Parce que nécessairement, les bénéfices de tout ça, c'est qu'on parle, oui, de protection du territoire, protection des paysages, mais les bénéfices collatéraux sont beaucoup reliés à offrir un milieu qui va être attractif pour la vitalité territoriale. On offre une qualité de vie à nos citoyens. On amène des nouvelles familles qui veulent avoir des environnements protégés. Et le tourisme régénératif, ben, c'est une façon d'amener le meilleur du tourisme en protégeant toutes nos valeurs patrimoniales naturelles. Puis ça nous offre pour les milieux ruraux des outils de diversification économique. Que c'est aussi un enjeu, ça, d'avoir des services de proximité et de diversifier un peu l'économie de nos territoires. Alors, vous voyez, ces projets-là doivent se travailler avec différents partenaires puis, c'est vraiment des projets très intéressants au niveau d'une vision collective, mais ça demande que chacun mette l'épaule à la roue, que chacun soit proactif, puis chacun décide de travailler dans le sens du bien commun et pas nécessairement dans leurs intérêts personnels. Fait que c'est quand même un bel exercice, de concertation que plusieurs régions du Québec vont avoir nécessairement à travailler. Puis nous, en Mauricie, ben, on est bien content d'être une espèce de laboratoire d'innovation sociale pilote en ce sens. Alors, ma présentation serait terminée pour l'instant. Merci de votre attention. N'hésitez pas à suivre nos activités en visitant nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn ainsi que notre site Web. Le RGQ est heureux de partager avec vous, géographiquement vôtre, au plaisir.